Bonjour les troisièmes, aujourd'hui séance 5, entraînement au diplôme national du brevet. C'est la dernière séance sur la séquence récit de guerre. Donc je vous propose un texte qui avait été donné à un brevet blanc. Je vais tout de suite vous lire ce texte. Donc il a été écrit par Laurent Godet, et c'est extrait donc du livre qui s'appelle Cri, publié en 2001. Alors, avant de commencer la lecture, comme toujours, dans le cahier de français, vous écrivez le titre de la séance 5, vous imprimez, si c'est possible, les questions et le texte. J'ai mis la durée, c'est pour vous rappeler qu'au brevet, la première partie, qui inclut questions, réécriture dictée, dure 1h30. Vous prenez le temps qu'il faut pour faire ce travail-là, sachant que vous avez l'heure de cours d'aujourd'hui, et sinon vous terminez donc pour demain les questions. Et également, je vous donnerai la réécriture à faire, mais ça, ce sera noté dans le cahier de texte. En 1914, dans les tranchées, c'est la relève. Rangé sur le côté, le lieutenant Régnier et ses hommes regardent passer les soldats qu'ils vont remplacer. La nuit tombe, il commence à faire froid. Les premiers ne tardent pas à apparaître. Une grappe d'hommes épuisés qui marchent lentement, la tête basse, sans parler. Ils trébuchent souvent car ils sont trop fatigués pour ne pas laisser traîner leurs bottes. Une poignée d'hommes. Je les regarde passer. On dirait un peuple debout. On voit à peine la couleur de leur uniforme, juste de la boue séchée partout. Sur le visage et sur les vêtements. Des barbes de 3 jours. Le regard vide. Je crois qu'ils ne nous ont pas vus. Aucun ne nous a salués. Aucun ne nous a même adressé un signe de la main ou du regard. Des ombres, sales et courbées. J'ai entendu le soldat d'Hermoncourt dans mon dos qui murmurait dans ses dents « Pas beau à voir, cela !» Et c'est vrai qu'ils étaient hideux, écuyers fatigués de chevaliers disparus, mal rasés, débraillés, avec la crasse qui colle à la joue et la faim qui leur tiraille l'estomac. On aurait dit une armée en retraite. Un seul groupe de 7 à 10 hommes est passé. Le grand processus de la relève ne faisait que commencer. Pauvres hommes, ils ne ressemblent plus à rien. Plus de regard, plus de force dans le corps. Juste la démarche mécanique des chevaux de trait. Pauvres hommes qui se sont battus et qui ont perdu. Car même s'ils vivent encore, ceux-là ont perdu. Et à les voir ainsi passer devant nous sans nous remarquer, je me demande s'ils retrouveront jamais l'usage de la parole. Nous avons encore attendu. Et un deuxième groupe d'une 20aine d'hommes est passé. Les mêmes visages hirsutes de vagabonds armés. Les mêmes démarches traînantes et courbées de chiens malades. Ils ont continué leur marche chaotique et je m'attendais à tout instant à voir l'un d'eux s'effondrer et mourir d'épuisement, là, à nos pieds, dans l'indifférence des autres marcheurs têtus. Mais ils ont tenu, et leurs longues silhouettes ont à nouveau disparu dans la nuit. C'est cela la vieille garde, une toute petite poignée d'hommes exsangues, sans souffle, sans regard, avec la force juste de marcher, la force juste de s'éloigner le plus possible de ce front. La vieille garde défile sous nos yeux. Je ne vois pas leur visage, mais je peux les compter. Ils sont si peu. Je comprends maintenant que d'Hermoncourt a tort de dire qu'ils ne sont pas beaux à voir. Il a tort de penser qu'il n'aimerait pas leur ressembler. Je comprends maintenant que ce qu'il faut vouloir de tout son cœur, c'est être un jour comme eux, pouvoir comme eux, même épuisé et sale, même vagabond et blessé, quitter ce front. C'est tout ce qu'il reste de la vieille garde, et nous aurons de la chance si nous aussi un jour, on vient nous relever, et si nous avons encore assez de vie dans nos muscles pour nous lever et marcher jusqu'à la gare. Donc vous voyez que c'est un texte qui, au niveau du vocabulaire, est plus simple que le texte précédent. De toute façon, les quelques mots un petit peu difficiles, vous avez le vocabulaire, vous avez les définitions.
Je vous lis les questions. Qui est le narrateur? Prenez en compte le paratexte. Paratexte, toujours, hein, c'est ce qui est là. Question 2. Ils ne nous ont pas vus, lignes 7 et 8. Qui le prenons-nous désigne-t-il? Question 3. Ligne 1, la nuit tombe. Ligne 1 et 2, les premiers ne tardent pas à apparaître. Ligne 3, ils trébuchent souvent. À quel temps et à quel mode sont conjugués les verbes de ces phrases? Les modes, je vous rappelle rapidement de quoi il s'agit. En français, vous avez 6 grands modes, l'indicatif, le conditionnel, l'impératif, le subjonctif et 2 modes impersonnels. Impersonnel, ça veut dire qu'il ne se conjugue pas avec des pronoms personnels, à savoir l'infinitif et le participe. Donc, c'est un de ces modes-là. Question 4. Relevez dans le premier paragraphe 4 phrases non verbales. Quel effet leur emploi produit-il? Donc ce sont des phrases. Une phrase, je rappelle, ça commence par une majuscule et ça se termine par un point. Ce sont donc des phrases qui ne contiennent pas de verbe. Il y en a plusieurs dans le texte, dans le premier paragraphe. Qu'est-ce que ça produit selon vous comme effet? Le fait comme ça qu'on enchaîne des phrases sans verbe. Question 5. A. Dans le premier paragraphe, trouvez 2 adjectifs qualifiant l'état de ces soldats. Vous justifiez votre réponse en relevant pour chaque adjectif un champ lexical correspondant, et sachant que dans ce champ lexical, il y a 2 termes ou expressions. Je vous donne un exemple. Si vous repérez l'adjectif joyeux, je dis n'importe quoi. Dans ce cas-là, vous trouvez 2 autres termes qui pourraient être dans le champ lexical de la joie. Par exemple, bonheur et euphorie. Petit b. Quelle image de la guerre est ainsi montrée? Question 6. Le même visage, la même démarche, ligne 21-22. Quelle est la figure de style qu'on utilise et quel est l'effet produit? Très souvent, on vous demande, lorsque l'on doit identifier une figure de style, on vous demande ce qu'elle produit comme effet dans le texte. 7. Pourquoi le narrateur comprend que d'Hermoncourt a tort? Développez votre réponse en vous appuyant sur donc la suite du texte, au moment où il dit ça. C'est écrit noir sur blanc, alors avec vos propres mots, vous expliquez pourquoi est-ce que le narrateur comprend, pense que d'Hermoncourt a tort, donc, par rapport à ce qu'il a dit avant dans le texte. Ensuite, la réécriture. Réécrivez le passage en remplaçant il pluriel et cela par le pronom personnel tu et en transposant au passé. C'est-à-dire que là, vous voyez ce petit texte, là il y a du présent. Là, il y a du passé composé. Donc, il y a seulement 2 verbes de conjuguer. Et vous devez donc réécrire, alors en plus de la transformation avec tu, vous devez réécrire les verbes en les conjuguant comme si on était dans une histoire racontée au passé. Donc, naturellement, normalement, vous allez conjuguer ressemble par un autre temps du passé et se sont battus par un autre temps également qui appartient à un temps du passé. Je vous laisse réfléchir. Voilà, donc ça c'est le travail pour aujourd'hui et à terminer pour demain. Et demain, je vous donnerai en classe, si j'ose dire, la dictée qui était avec ce brevet blanc. Donc pour la dictée, qu'est-ce que je ferai? Je posterai également une vidéo YouTube. Et comme ça, vous pourrez faire la dictée à votre rythme. Merci, à bientôt.